Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Nous allons vous proposer une nouvelle vidéo. Et avant de passer à cette vidéo, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne préférée, Mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Aimez la vidéo, partagez avec vos contacts. Et surtout, n'oubliez pas de sonner la notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos en temps réel, parce que nous avons encore d'autres vidéos qui vont venir. Et nous vous recommandons aussi de vous abonner à F de Mi à Mort officiel, la chaîne de divertissement F de Mi à Mort officiel. Abonnez-vous également très massivement à cette chaîne pour avoir de bons divertissements. Et voici alors la vidéo. Nous commençons par parler de la propriété de l'écart type. Vous vous souvenez, dans les anciennes précédentes vidéos, nous avons parlé de l'écart type. Nous avons montré l'importance de l'écart type. Aujourd'hui, on va donner une propriété de l'écart type. Alors, nous avons défini l'écart type comme étant la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Mais ça peut aussi être, au lieu de faire des écarts à la moyenne, on peut faire aussi des écarts à une autre valeur qui est que la moyenne arithmétique. Par exemple, même par rapport au mode, par rapport au médian, on peut faire aussi l'écart moyen. Alors, parmi les écarts qu'on peut prendre, le plus petit écart, c'est celui où, à la place de A, on prend la moyenne arithmétique. Donc, les écarts par rapport à la moyenne arithmétique. Alors, d'après ces écarts à la moyenne arithmétique, nous avons l'intervalle de confiance de x bar moins écart type à x bar plus écart type. Dans cet intervalle, nous avons appelé ça intervalle de confiance ou intervalle d'acceptation ou de rejet. Nous avons là 68,27% des cas. Donc, 68,27% des cas sont compris entre moins 1 écart type et plus 1 écart type. Donc, dans le premier intervalle, qui est là, dans cet intervalle, et 95,45% des données sont dans l'intervalle de x bar moins 2 écart type à x bar plus 2 écart type. Et on a 99,73% des données dans le troisième intervalle d'acceptation. Donc, l'intervalle de x bar moins 1 écart type et x bar plus x bar moins 1 écart type, x bar plus 1 écart type, c'était l'intervalle de confiance. Et ça va d'où? Ça va de moins 1 à plus 1. Donc c'est cet intervalle ici, de moins 1 à plus 1. Et ce sont là les résultats les plus centraux. Ils sont combien? Il y a là-dedans 68,27% des données sont compris entre moins 1 écart type et plus 1 écart type. Tandis que de moins 2 écart type à plus 2 écart type, donc dans cet intervalle ici, jusqu'à 2, de moins 2 à plus 2, on a 95,45% des données. Tandis que dans l'intervalle de moins 3 à plus 3, de moins 3, écart type à plus 3 écart type, c'est cet intervalle ici. Et dans cet intervalle-là, il y a 99,73% de données. Nous partons à voir un autre paramètre, c'est la variable centrée réduite ou le score Z. On dit paramètre variable centrée réduite ou bien score Z. Le score Z, c'est le rapport des écarts individuels à la moyenne par rapport à l'écart type.
Alors, à quoi sert la variable centrée réduite? C'est une notion très importante. La variable centrée réduite va nous permettre de comparer soit un individu par rapport à son groupe, ou encore de comparer deux groupes quelconques d'individus. Ces deux groupes peuvent être de nature différente. On peut comparer. On peut comparer même la performance de deux machines en donnant quelques éléments de production. Donc ici, par exemple, on va comparer l'épreuve, la réussite à l'épreuve de mathématiques et la réussite à l'épreuve de français. Donc nous avons 5 élèves numérotés de 1 à 5. Ils ont passé l'épreuve de français, ils ont passé l'épreuve de maths et nous voyons par exemple que l'élève numéro 3 a obtenu 12 en maths et 12 en français. La question qui se pose, c'est de savoir dans quelle branche cet élève numéro 3 est-il le plus doué. Peut-on dire qu'il est aussi doué en français qu'en maths comme il a obtenu le même score, il a obtenu le même résultat? Est-ce qu'il est autant doué en maths qu'en français, par exemple? Alors, on peut comparer. Nous allons voir comment on peut comparer, comment on peut répondre à cette question. Il faut calculer le score Z. Alors, nous allons calculer le score Z en français, le score Z en maths, et on va comparer dans quelle branche nous avons un Z plus élevé ou plus petit. Alors, nous avons la formule qui est au-dessus, on va l'appliquer en bas. Voilà la question. Alors, nous avons les scores en maths, ce sont là, Z. Le score obtenu en maths, score obtenu en français. On peut dire que ça c'est X, ça c'est XI, le XI, ou XI en français, XI en maths. Alors, il faut connaître d'abord la moyenne en maths. Vous savez que la moyenne, c'est la somme des données, ce sont des données brutes. C'est la somme des données sur le nombre de données. Donc, vous devez calculer la moyenne en maths. Calculer, donc, vous allez prendre 54 divisé par 5. Vous avez le score en maths, la moyenne donc. Vous divisez encore 56 par 5, vous avez la moyenne en français. Vous faites les scores individuels par rapport à la moyenne en français et par rapport à la moyenne que vous avez trouvée en maths. Vous avez ça. Vous élevez le score au carré, parce qu'on va chercher les quatre types. On va élever les écarts à la moyenne des maths. On va élever au carré. On élève au carré. Et les écarts aussi à la moyenne en français, on va élever au carré. Et puis on fait la sommation. Élever au carré, on fait la sommation. On fait la sommation. Et on va chercher maintenant les quatre types en maths et les quatre types en français. Comme nous voyons que ici, nous voyons que c'est la même somme, 14,8, 14,8 aussi, en français comme en maths, c'est-à-dire qu'on aura le même écart type en français et en maths. Vous voyez, la moyenne en maths c'est 10,8, la moyenne en français c'est 11,2. Déjà là, on peut dire que en français, on a mieux travaillé qu'en maths pour tout le monde. Pour tout le monde. Et l'écart type, on voit que c'est le même écart type en français qu'en maths. C'est 1,72. Alors, le score en maths, c'est XI, donc la cote obtenue en maths, moins la moyenne en maths, le score obtenu en maths, moins la moyenne en maths, sur l'écart type en maths. Alors, il a obtenu la même cote, 12 en maths, moins 10,8, qui est la moyenne en maths, sur l'écart type, ça nous donne 0,7. Donc, Z en maths, c'est 0,7. Et on vient aussi en français, on fait la même chose. En français, il a obtenu 12, son XI c'est 12. La moyenne en maths, c'est 11,2. L'écart type en français plutôt, la moyenne en français c'est 11,2. L'écart type en français c'est 1,72. Même écart qu'en maths, même écart type. Et quand nous faisons le quotient, on trouve ce 0,5. Nous comparons les deux Z
les deux scores Z, nous voyons que le score Z en maths, c'est 0,7 qui est supérieur à 0,5. Donc nous disons que l'élève numéro 3 a brillé en maths. Donc il est plus doué en maths qu'en français. Voilà comment on peut comparer. Alors ça peut être des tests comme ça peut être des tests de performance des machines dans la production ou des usines ou quoi, tout ça. Donc voilà l'importance du score Z, c'est pour comparer deux individus ou comparer un individu par rapport à son groupe. Donc ça veut dire que pour comparer, seule la moyenne ne suffit pas pour comparer. Donc on peut trouver même médian, même mode, même moyenne, mais il faut calculer le score Z pour différencier les individus. Un autre facteur très important en statistique, c'est le coefficient de corrélation. Alors, la corrélation, comme nous voyons le mot, comment il est écrit, corrélation, donc il y a une relation. Alors, la corrélation, c'est une relation entre deux variables, une relation de dépendance ou non entre deux variables X et Y. Et cette corrélation, c'est quoi? C'est la dépendance entre deux variables. Est-ce que entre deux variables, il y a une dépendance? Est-ce que la dépendance existe ou pas? Est-ce qu'il y a une variable qui influence une autre, ou les deux variables s'influencent mutuellement, ou bien il n'y a pas d'influence? Donc, par exemple, entre la taille et le poids de l'enfant, est-ce qu'il y a une relation? Nous savons que si la taille augmente, le poids aussi doit augmenter. Et même l'âge, on pouvait aussi dire entre l'âge et le poids d'un enfant. Est-ce qu'il y a une relation? Effectivement, nous savons que si l'âge de l'enfant augmente, son poids doit augmenter. Et si le poids n'augmente pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, le poids et l'âge de l'enfant augmentent dans la même direction. Donc, on ne peut pas trouver une des variables qui augmente et l'autre diminue. La taille augmente, le poids diminue pour les enfants. Nous parlons pour les enfants et non pour les adultes. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a une relation entre la consommation de la bière et de la cigarette? Est-ce que celui qui consomme la bière consomme aussi la cigarette, est un fumeur? Est-ce que celui qui consomme la bière consomme aussi la cigarette? Est-ce que la consommation de la bière entraîne la consommation de la cigarette? Est-ce qu'il y a une influence? La vente des ampoules et des sockets. Quand quelqu'un vient acheter l'ampoule, est-ce qu'il achète aussi le socket? Est-ce que le fait d'acheter l'ampoule vous oblige ou vous entraîne aussi le fait d'acheter le socket? La consommation d'eau, la facture d'eau. Est-ce que les ménages qui utilisent beaucoup d'eau utilisent aussi beaucoup d'énergie électrique? La facture. Alors, la corrélation, le coefficient de corrélation est indépendant des unités. Donc, ce coefficient-là ne dépend pas des unités. Et comme il ne dépend pas des unités, c'est qu'on peut comparer, on peut chercher, établir la corrélation entre deux variables de nature différente. Alors, cette relation ce coefficient de corrélation, voilà la notation, on note ça comme ça, R de XY. Alors, ce coefficient varie de moins 1 à plus 1. Le coefficient de corrélation varie de moins 1 à plus 1. Ce coefficient, donc, ne peut pas être plus grand que 1. Quand vous calculez votre coefficient de corrélation, vous ne pouvez pas trouver un nombre supérieur à 1 ou un nombre encore moins que moins 1. Donc, ce n'est pas possible.
Donc, retenez que le coefficient de corrélation varie de -1 à +1. Alors, si vous trouvez +1 comme coefficient de corrélation, si ça donne +1, c'est que la relation entre les deux variables x et y est une relation linéaire directe. La relation est linéaire directe, c'est-à-dire si l'une augmente, l'autre aussi augmente dans le même sens. Tandis qu'ici, si c'est -1, c'est que la linéarité est indirecte. C'est-à-dire que si l'une des variables augmente, l'autre diminue. Ça varie en sens contraire. En sens contraire. Tel que le temps et la vitesse. Lorsque la vitesse augmente, le temps diminue. Lorsque la vitesse diminue, le temps de parcours augmente. Et donc, les deux grandeurs-là, vitesse et temps, leur sens de variation est indirect. On peut aussi trouver que la corrélation est nulle. Alors, si la corrélation est nulle, c'est que les deux variables sont indépendantes. Aucune d'elles n'influence l'autre. On dit on a deux variables indépendantes. Il n'y a pas de relation entre les deux variables ou les deux caractères. Comment étudier, comment calculer les coefficients de corrélation pour les données brutes? Voilà, vous avez la formule. La corrélation entre x et y, c'est au numérateur, c'est sommation de xi moins x bar multiplié par yi moins y bar, i allant de 1 à n sur la racine carrée de produit de sommation de xi moins x bar au carré multiplié par sommation de yi moins y bar au carré. Donc, ce sont des notations, et tout le monde connaît bien ces notations, c'est ce que ça veut dire, donc il n'y a pas de problème. Et pour vous amuser, vous pouvez calculer la corrélation entre les résultats obtenus par les deux groupes d'étudiants au test d'admission en français et en maths. Vous pouvez étudier la corrélation. On laisse ça à l'appréciation du lecteur, il peut s'amuser à calculer ce coefficient de corrélation. Nous passons maintenant à la dernière partie du cours, c'est-à-dire le calcul de probabilité. Et dans les calculs de probabilité, nous avons dit qu'il y a deux chapitres. Le premier chapitre nous parle de la théorie des ensembles et la deuxième partie du cours va nous parler des calculs de probabilité proprement dites. Alors pour la théorie des ensembles, nous n'allons pas reprendre ça ici. Nous supposons que au niveau de TCI, là où nous sommes, l'étudiant connaît déjà les notions sur la théorie des ensembles. Il connaît. Néanmoins, nous invitons chacun à revoir ses notes du secondaire où on parle de la théorie des ensembles. Qu'est-ce qu'il doit aller revoir? Il doit se rappeler de la définition et des opérations booléennes. L'union de deux ensembles, ça se note comment? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est la définition de A union B? C'est quoi? L'intersection de deux ensembles, c'est quoi? Comment ça se note? L'ensemble complémentaire d'un ensemble, c'est quoi? C'est quoi le complément d'un ensemble? C'est quoi la différence de deux ensembles? Différence symétrie de deux ensembles, il doit connaître, il doit se rappeler des notions d'analyse combinatoire, telles que l'arrangement, permutation, combinaison. Il doit savoir représenter un ensemble par un diagramme de Venn, calculer les coefficients binomiaux, le triangle de Pascal et l'ensemble produit cartésien et d'autres notions de théorie des ensembles qu'il connaît. Nous supposons en tout cas que l'étudiant connaît ça et il doit aller vite se ressourcer pour pouvoir être à mesure de répondre aux exercices. Alors, néanmoins, il y a le chapitre 2, c'est calcul de probabilité. Mais avant de commencer les calculs de probabilité, pour vérifier que vous avez revu les notions sur la théorie des ensembles, voici, nous vous proposons quelques exercices, quelques questions. Vous allez les résoudre, on va les corriger ensemble. Le premier exercice, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Hazard
il a dans sa garde-robe 6 pantalons, 4 chemises, 2 vestes et 3 paires de chaussures, 3 paires de souliers. Alors, on vous pose la question, avec une telle garde-robe, il a combien de possibilités de s'habiller différemment? De combien de façons peut-il s'habiller différemment? Deuxième question. Vous avez un questionnaire qui a 15 questions. Et si vous devez répondre à ces 15 questions, soit par oui ou par non, vous aurez combien de possibilités avez-vous pour répondre? Et si vous devez répondre de 3 manières, c'est-à-dire soit oui, non, ou bien je ne sais pas, vous avez combien de façons de répondre à ce questionnaire de 15 questions? Troisième question. Vous avez 6 livres à ranger sur une étagère. Vous avez combien de possibilités? Il y a combien de manières de ranger 6 livres sur une étagère? Quatrième question. 12 personnes font partie d'un club de probabilité. Ce sont des probabilistes. Alors, ils veulent se choisir pour leur club un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Ils ont combien de façons de le faire? Ils ont combien de possibilités de se choisir un président, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire? Ils peuvent le faire de combien de façons? Cinquième question, toujours avec les 12 amis qui forment le club de probabilité, ils veulent avoir un comité de 4 membres. Ils veulent constituer un comité de 4 membres. Ils ont combien de possibilités de faire ce comité? En fait, on vous demande combien de comités possibles peuvent-ils organiser? À vous d'aller vous exercer et à la prochaine séance, à la prochaine vidéo, nous allons essayer de résoudre ça, ce qui va permettre à chacun de se rafraîchir la mémoire sur la théorie des ensembles. Sixième question, on n'avait pas terminé. La sixième question, c'est, vous avez 15 chevaux qui prennent part à une course et on demande la possibilité, combien de possibilités que vous avez de choisir les 3 chevaux gagnants. C'est un tiercé, on joue à un tiercé. On a besoin des 3 premiers chevaux qui vont arriver en tête de classement, en tête de la course. Alors, avec 15 chevaux, combien y a-t-il de possibilités de trouver les 3 meilleurs chevaux qui vont arriver en tête de classement? La dernière question numéro 7, vous avez votre valise avec un code secret. Alors, le code secret pour votre valise, c'est 3 chiffres. Les 3 chiffres, vous les prenez sur 3 roues différentes. Chaque roue est numérotée de 0 à 9 chiffres. Alors, vous prenez un chiffre dans chaque roue et vous formez votre code de 3 chiffres. Alors, vous avez la possibilité de former combien de codes? Vous savez que vous pouvez changer le code. Si le petit a vu le code de votre valise quand vous avez ouvert, vous pouvez changer le code. Alors, vous avez la possibilité d'avoir combien de codes différents? Code secret. Voici donc les 7 exercices que vous allez faire et qu'on va corriger à la prochaine vidéo. Alors, voici les réponses. Nous sommes ici en train de répondre aux questions. Monsieur Hazard, il a 6 pantalons, 4 chemises, 2 vestes, 3 paires de chaussures. Nous pouvons constituer les ensembles suivants. L'ensemble P, c'est l'ensemble des pantalons. Il y a les 6 pantalons, je crois qu'il y en a 6 ici. Et puis l'ensemble C, c'est l'ensemble des vestes. Il y a 4 vestes. L'ensemble V, c'est l'ensemble... Non, C, c'est l'ensemble des chemises. Je m'excuse, C, c'est l'ensemble des chemises. Il y en a 4. V, c'est l'ensemble des vestes. Il y en a 2. Il a 2 vestes. Et M. Hazard possède 3 paires de souliers. Alors, quand il se réveille le matin, il se place devant la garde-robe
il regarde les pantalons, il a 6 pantalons. Alors, il a combien de possibilités de choisir un pantalon le matin? Il a 6 possibilités. Il a 6 possibilités de choisir un pantalon. Il a 4 possibilités de choisir une chemise. Il a 2 possibilités pour choisir une veste. Et il a 3 possibilités, on n'a pas mis ça ici, mais il a 3 possibilités de choisir une paire de souliers. On s'excuse, on revient. Donc, il a 6 possibilités pour un pantalon, 4 possibilités pour choisir une veste, 4 possibilités pour choisir une chemise, 2 possibilités pour une veste et 3 possibilités pour se choisir une paire de souliers. Donc, il va s'habiller comme ça. Donc, ça sera comme ça. Ça, c'est pantalon, chemise, veste, souliers. Une boule représente un habit. Donc, pantalon, chemise, veste, souliers. Ça fait 4. Alors, ces éléments qui sont ici appartiennent à un ensemble de la forme P, croix C, croix V, croix S. Or, ça c'est quoi? C'est le produit cartésien. Donc, ces éléments ici appartiennent à un ensemble produit cartésien. C'est cet ensemble ici. Alors, ce genre d'éléments, il y en a combien? Alors, pour savoir il y en a combien, il faut connaître le cardinal de ce produit cartésien. Le cardinal. Or, le cardinal du produit cartésien est égal au produit des cardinaux. Le produit des cardinaux. Alors, quel est le cardinal de l'ensemble P? C'est 6. Multiplié par le cardinal de l'ensemble C, qui est 4. Multiplié par le cardinal de l'ensemble V, qui est 2. Et multiplié par le cardinal de l'ensemble S, qui est 3. Donc, on aura 6 fois 4 fois 2 fois 3, ça fait 144. Donc, pour répondre à la question, M. Hazard a 144 possibilités de s'habiller différemment. Donc, 144 possibilités. Donc, si vous ne savez pas qu'on doit partir d'un ensemble produit cartésien et qu'il faut calculer le cardinal et que vous ne connaissez pas aussi la relation entre comment trouver donc le cardinal d'un produit cartésien, vous ne saurez jamais répondre à M. Hazard. C'est pourquoi il faut rentrer, relire les notions sur la théorie des ensembles. Alors, deuxième question. Il doit répondre à un questionnaire de 15 questions, soit par oui ou non, soit par oui, non, je ne sais pas. Alors, s'il répond par oui ou non, il a combien de possibilités de réponse en répondant par oui ou non? Vous pouvez essayer d'abord avec une question. S'il a une question, il va répondre de combien de manières? C'est soit oui, soit non. Ça fera 2. Et 2, c'est 2 exposant 1. Et 2 exposant 1, c'est 2. Et s'il a 2 questions, il va répondre de combien de manières? Soit oui, soit non, soit oui, oui, ou non, non. Alors, ça fait combien de possibilités? 4 pour 2 questions. Ça fera 2 exposant 2. Ça fait 4. Quand vous continuez comme ça, vous allez voir que pour répondre par oui ou non, ça fera 2 exposant 15. Et pour répondre par oui, non, je ne sais pas, c'est 3 exposant 15. Vous pouvez calculer, ça donne combien? Alors, troisième question, on a demandé de ranger 6 livres sur l'étagère. Et combien de possibilités vous avez? Alors, vous avez 6 livres. Vous prenez le premier livre. Enfin, pour prendre le premier livre parmi les 6, vous avez 6 possibilités, parce qu'il y a 6 livres. Dès que vous avez choisi le premier livre, il vous reste 5 possibilités pour choisir le deuxième livre. Quand le premier et le deuxième sont choisis, il vous reste 4 possibilités pour prendre le troisième, 3 possibilités pour prendre le quatrième, combien? 2 possibilités pour prendre le cinquième et une possibilité, évidemment, qui reste pour le 6e livre. Il n'y a pas de choix à faire. Il ne reste qu'un livre. Ainsi donc, vous aurez 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et quand nous regardons bien, ça c'est quoi? C'est la formule de factoriel. Donc c'est factoriel 6.
La réponse est simple, factoriel 6. Alors la suite maintenant, c'est numéro 4. 12 personnes forment un club de probabilité. Il y a combien de possibilités de choisir un président, vice-président, trésorier et un secrétaire? C'est comme la première question. Le président, on va le choisir parmi combien de personnes? Parmi 12. Il reste 11 personnes, parmi lesquelles on va prendre un vice-président. Quand le vice-président est déjà pris, il reste 10 personnes pour choisir le trésorier. Et il restera 9 personnes parmi lesquelles on va prendre un secrétaire. Donc la réponse est 12 fois 11 fois 10 fois 9 qui est égal à 11 880. Et même chose pour la question suivante qui est de former un comité de 4 membres. Avec 12 personnes, on peut former combien de comités de 4 membres? C'est comme trouver 3 chevaux qui vont arriver en tête de classement parmi 15. On a fait combinaison de 12, 4 à 4. Alors, combinaison de 12, 4 à 4. Voilà ce que ça va donner. Évidemment, factoriel 8 va se simplifier avec factoriel 8. 4 fois 3, c'est 12, ça va se simplifier avec ces 12. 5 et 2, ça va se simplifier. 3 va se simplifier avec 9. Donc, en fait, il restera 11 qui est le produit de 11 qui ne va pas simplifier. 5 vient 12. 5, c'est 2 divisé par 10 divisé par 2, c'est 5. 9 par 3, en tout cas, vous allez vérifier les calculs. Vous avez vérifié les calculs qui est là. Et vous allez trouver la réponse. Alors, pour l'autre question de chevaux, pour les chevaux, on dirait qu'on a inversé un peu, mais pour les chevaux, c'est la même chose. C'est 15 factoriel sur 15 moins 3 factoriel multiplié par factoriel 3. Et c'est à l'étudiant d'aller faire des petits calculs pour trouver ça. Alors, le code secret, combien de codes secrets vous avez, vous pouvez former avec pour votre valise. Alors, le code secret se présente comment? Vous prenez une roue, un numéro sur la première roue, un numéro sur la deuxième roue et un numéro sur la troisième roue. Ça vous forme 3 numéros qui forment un code. Donc, un code se présente comme ça. Alors, quand le code se présente comme ça, ce sont des éléments d'un produit cartésien. Alors, ce sont des éléments de quel produit cartésien? De R1, R2, R3. R1, c'est la première roue, R2, c'est la deuxième, R3, c'est la troisième roue. Alors, combien d'éléments de ce genre vous aurez? C'est ça le nombre de codes. Alors, pour trouver combien d'éléments vous aurez, c'est comme à l'exercice numéro 1, il faut calculer les cardinals de cet ensemble ici. Alors, le cardinal de cet ensemble, le cardinal de R1 croix R2 croix R3, c'est le produit des cardinaux. Alors, de 0 à 9, il y a combien de chiffres? Ça fait 10, donc le cardinal de chaque roue, c'est 10. Ça fait 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc, avec votre valise, vous avez 1000 possibilités de faire constituer un code. Vous avez 1000 codes possibles. 1000 codes possibles. Donc, voici un petit résumé, c'est une synthèse pour nous rafraîchir un peu sur la théorie des ensembles. Et à la prochaine vidéo, nous allons commencer directement avec les calculs de probabilité. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.